cours de la Seconde Guerre mondiale, un navire de guerre australien envoyait un message désespéré avant de disparaître à jamais avec son équipage. Un message à faire frémir, composé de 2 mots seulement, hollandais volant. Le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, frontière légendaire entre l'Orient et l'Occident. Une presqu'île désolée, le bout du monde. En y regardant de plus près, le cap est moins désolé qu'il n'y paraît. Patrie des antilopes bondbox et des babouins, le cap a aussi donné naissance à la plus fabuleuse légende de marins, le Hollandais volant. Un vaisseau fantôme, condamné à voguer pour l'éternité à travers les 7 océans. Le vaisseau cinglant au vent avec ses voiles rouges sang pourchasse les marins dans ses eaux traîtresses depuis de nombreux siècles. Alors, cette légende repose-t-elle sur des faits réels? Pourquoi est-elle liée au cap de Bonne-Espérance? Le Hollandais volant a-t-il un message à délivrer au XXIe siècle? Les bateaux fantômes datent de toutes les époques et apparaissent dans toutes les cultures sur les 5 continents du globe. Pour découvrir l'origine de la légende du Hollandais volant, il faut se reporter aux premiers explorateurs du XVe siècle. Et peut-être plus loin encore, au mythe de l'Antiquité gréco-romaine. L'histoire du Hollandais volant, vaisseau fantôme croisant au large du cap de Bonne-Espérance, appelé autrefois cap des tempêtes, est basée sur la très ancienne légende d'Adamastor. La mythologie grecque raconte l'histoire des géants, qui se rebellent contre les dieux de l'Olympe. Les géants mènent une lutte impitoyable, mais ils sont défaits. Un des perdants se prénomme Adamastor. Le géant est puni de façon cruelle. Adamastor fut exilé dans le coin le plus reculé de la Terre, c'est-à-dire au cap de Bonne-Espérance. Il s'y trouve encore. Certains prétendent qu'il fut pétrifié et qu'il constitue en fait la célèbre montagne Table Mountain. Selon d'autres, il serait emmuré au sein même de cette montagne. Bartholoméu Dias est le premier marin européen à atteindre le cap de Bonne-Espérance. Nous sommes en 1488. Il baptise le cap Capo Tormentoso, cap des tempêtes, nom qui se révélera prémonitoire. 10 ans plus tard, alors que Vasco de Gama contourne le cap, se produit un événement épouvantable. Adamastor, le géant exilé dans l'Antiquité, sort de son long sommeil. L'épisode est relaté dans le livre de Camões, Les Lusiades, poème épique le plus important en langue portugaise. Un géant apparut dans le ciel, immense silhouette lugubre à la barbe sale et au visage monstrueux. Ses orbites étaient vides, son expression terrifiante, sa voix épouvantable et rugueuse. Lorsqu'on lit les rapports d'expédition de l'époque, il est stupéfiant de constater que, sur le nombre de navires qui partent, seul un faible pourcentage parvient à gagner l'Inde. Quelle en est la raison? Une chose est sûre, bon nombre de ces bateaux se sont abîmés à jamais dans les flots du cap de Bonne-Espérance.
Bartholoméo Dias et Vasco de Gama ont ainsi perdu maints bateaux et équipages au cours de leurs périples aventureux vers l'Orient. Vasco de Gama, homme intraitable, revendique la route des Indes en faveur du Portugal. Il meurt en Inde, loin de son pays natal. Dias, quant à lui, disparaît en 1500, victime d'Adamastor, le spectre du Cap. C'est ici sans doute que les mots de Camoès se sont vérifiés. Je te mets en garde contre le péril d'une tempête. Ne t'approche pas trop près de moi. Mais Dias s'est noyé à proximité du Cap et est sans doute enterré ici, dans les environs. Il ne s'agit pas encore d'un bateau ou de son capitaine, mais lorsqu'on analyse la description du spectre telle qu'elle est faite par Camoès, certains traits se retrouvent plus tard dans la description du Hollandais volant. L'Orient était une région magique. Le soleil se lève à l'est. Les rois mages sont arrivés de l'est. C'est de là que proviennent les pierres précieuses, diamants, rubis et émeraudes, qui brillent aux couronnes des rois, des princes et des nobles, ou qui éclairent de leur feu la pompe de l'église. Ces pierres ne proviennent pas d'Europe, mais d'Orient. Le cap de Bonne-Espérance devient la frontière légendaire entre l'Europe et le riche Orient. Les marins ont d'excellentes raisons de craindre son passage. Pendant l'hiver austral, les tempêtes du nord-ouest sont épouvantables au Cap. Autrefois, elles coulaient régulièrement navires et équipages au fond de l'eau. C'est pour cela, selon moi, que la légende du Hollandais volant est née au Cap. Pour les marins qui voguaient vers les Indes, le passage du Cap de Bonne-Espérance était l'étape la plus dangereuse du périple. Aujourd'hui, nous avons des canots et bouées de sauvetage et la plupart d'entre nous savent nager. Mais jadis, rares étaient les marins qui savaient nager. Lorsque la mer était démontée, la vie à bord n'était pas de tout repos. Les marins avaient confiance en la solidité du bateau, mais ils pouvaient à tout moment tomber à l'eau et se noyer. Ces hommes passaient de 4 à 6 mois et parfois même une année à bord sans descendre à terre. La discipline était rude, la nourriture de mauvaise qualité et les maladies légion. Il n'y avait pas de femmes à bord. Leurs conditions de vie étaient des plus difficiles. La survie des marins dépendait avant tout de la qualité de leurs officiers et de la bienveillance de notre Créateur. Bien que la vie soit très pénible à bord, les marins craignaient davantage les menaces qui se cachaient dans les eaux sombres et mystérieuses de l'océan. If I were an 18th century sailor on a ship in the middle of the ocean, Pour les marins du XVIIIe siècle, l'océan était une vaste étendue menaçante. Un royaume mystérieux peuplé de créatures aussi étranges que néfastes. Hormis les baleines, calmars géants et autres monstres, les marins étaient convaincus que la mer renfermait aussi des êtres mi-humains. Pour eux, l'océan constituait une menace mortelle et seule la coque du bateau les protégeait de la noyade.
La majorité des marins ne savaient pas nager, mais préféraient encore ne pas apprendre, car cela n'aurait que contribué à prolonger leur souffrance. On croyait l'océan peuplé de toutes sortes de créatures fabuleuses, sirènes, dragons et trolls de mer. Et c'est pour cela que la mer a toujours exercé une telle fascination sur les hommes. C'est ainsi que furent dépeints les portraits de serpents marins gigantesques et monstres des abysses, toutes sortes de créatures terrifiantes qui vous expédiaient sans hésiter dans l'autre monde et qui servaient au même titre que les bateaux fantômes à expliquer les phénomènes étranges et les impressions magiques que l'on éprouvait sur la route des Indes. Des phénomènes inhabituels, inattendus et inexpliqués se sont produits et ont fourni la matière pour les histoires de spectres. Les marins rapportaient ces événements mystérieux, les pimentaient de nouveaux détails, afin de mieux captiver l'auditoire des tavernes du Cap et des villes portuaires du monde entier. On racontait l'histoire effroyable d'un bateau maudit commandé par un capitaine fantôme et condamné à voguer sur les océans durant des siècles. La légende se façonne peu à peu avec le temps. Ce furent les marins anglais qui se chargèrent de conférer une identité au vaisseau fantôme. Il ne s'agit alors plus simplement d'un bateau fantôme, mais d'un bateau hollandais. Dutch, qui signifie hollandais en anglais, a aussi une connotation péjorative. Ces bateaux flous qui surgissaient par un effet de mirage étaient sans doute qualifiés de Dutch, car on sous-entendait « autrefois c'étaient de riches marchands, aujourd'hui ce ne sont plus que des spectres errants à travers les océans ». Les Hollandais n'étaient guère appréciés au XVIIe et XVIIIe siècle. En 1780, un auteur anglais décrit les Hollandais ainsi. Les hommes et les femmes ont un corps difforme comme aucun peuple au monde. Ou plutôt, ils n'ont pas de forme du tout. De plus, les hommes sont tous alcooliques. Ils ont l'esprit tellement lent qu'il ne faut jamais leur parler trop vite. Le profil du capitaine du vaisseau fantôme est tout trouvé. Dans le magazine Blackwoods Edinburgh apparaît un certain Van der Decken. Il s'agit du Hollandais volant. Et ce capitaine se fixe comme but de braver la terrible tempête du cap de Bonne-Espérance et de contourner ce dernier. Mais dégoûté par l'épreuve, il maudit Dieu en lançant « Je réussirai, même si Dieu veut m'en empêcher ». La légende raconte désormais que le capitaine Van der Decken est contraint de voguer pour l'éternité autour du cap de Bonne-Espérance pour avoir maudit Dieu. Have immortal life and wonder for all the generations of man over all the oceans of the world. Let him sail to the edge of doomsday. I was captain of a ghostly crew. Was it true then? Would I sail alone till doomsday, longing for death, with death denied me? Au XIXe siècle, les histoires d'horreur et d'épouvante font fureur. Un bateau fantôme se révèle un excellent ferment pour l'imagination.
C'est l'époque où Frankenstein, les loups-garous, les sorcières et les vampires comme Dracula sont extrêmement populaires. La légende du Hollandais volant devient un sujet de prédilection des auteurs, des compositeurs et des poètes. The soul has been alone on a wide, wide sea. So lonely it was that God himself scarce seemed there to be. The demon frigate braves the gale, and well the doomed spectators know, the harbinger of wreck and woe. And the buoys and the beacons extinguished the light, as the boats of the stony-eyed dead came in sight, high bowing from billow to billow each form, as it shroud like a plaid, flying loose to the storm. But what mainly inspired us with this horror and astonishment was that she bore up under a press of sail in the very teeth of that supernatural sea and of that ungovernable hurricane. Le néerlandais Marsman, qui se noiera plus tard, est l'auteur d'une lettre du Hollandais volant à sa mère. Chère maman, la quille est une passoire, la voile tombe en lambeaux et le jour est aussi noir que la nuit. Pries-tu toujours Dieu notre Seigneur, maman? Es-tu toujours en vie? Doux Jésus, maman, es-tu toujours en vie? Nous voguons aveuglément pour l'éternité vers la mort, mais elle nous évite. Je suis en quête du dernier port, de l'enfer. Mais l'enfer, chère mère, l'enfer est loin. Dans son roman Le vaisseau fantôme, Frédéric Marryat est le premier à donner un lieu de naissance au capitaine. Terneuzen, une ville portuaire des Pays-Bas. Cette ville très ancienne entretient aujourd'hui encore la légende du Hollandais volant et du capitaine Van der Decken. Un de ses habitants joue à l'occasion le rôle du Hollandais volant dans un café local qui sert comme il se doit de la bière Hollandais volant. Aan boord het zeemansleven, viva de zee, viva de zee. Wie gaat er met ons mee, wie gaat er met ons mee, viva de zee. Och, Kaatje willen niet huilen, daar heb je mijn beste muilen. Och, Kaatje willen niet huilen, daar heb je mijn burgeltas. Waar al mijn geld in was, waar al mijn geld in was. Och, Kaatje wilde niet huilen, daar heb je mijn burgeltas. Aan boord het zeemansleven, viva de zee, viva de zee. Wie gaat er met ons mee? Wie gaat er met ons mee? Viva de zee. Le roman de Frédéric Marryat, Le vaisseau fantôme, est la première source à citer la ville de Terneuzen comme port d'attache du capitaine Van der Decken et donc à situer l'histoire à Terneuzen. Mais bien que l'auteur cite plusieurs fois la ville, nous n'avons aucune preuve que son histoire repose sur des faits réels. Terneuzen a bien engendré deux véritables corsaires, Nicolas Jarry et Ghislain Duplessis, deux huguenots qui étaient cousins. Aujourd'hui, on trouve encore des descendants de Jarry à Terneuzen. Leur nom s'ajuste légèrement modifié de Jarry en Jury. Le nom de Van der Decken n'apparaît dans aucune archive. Mais comme Nicolas Jarry était très célèbre à l'époque où se déroule l'histoire du livre, il est possible qu'un lien existe entre le Hollandais volant et la famille Jury. Il se peut donc que vous soyez en train de parler à un descendant du Hollandais volant. La légende selon laquelle le Hollandais volant serait né à Terneuzen
date certainement de la fin du 19e ou même du début du 20e siècle. C'est un processus de fixation historique typique. L'histoire d'un marin anonyme condamné à voguer pour l'éternité est ainsi ancrée dans un lieu précis. Marryat fait donc naître son Hollandais volant à Terneuzen, qui acquiert entre-temps une telle notoriété qu'il surgit désormais partout dans le monde. Dans une nouvelle de Washington Irving, le Hollandais volant remonte le fleuve Hudson. L'auteur allemand Hauff le situe dans l'océan Indien, Heine en Écosse et Wagner en Norvège, bien évidemment. Le fait que le Hollandais volant soit aperçu par des gens de tous horizons à travers le monde entier renforce l'idée que le vaisseau vogue sur les 7 océans, qu'il est toujours là, qu'il ne coule jamais. Les auteurs du 19e siècle enrichissent encore la légende, comme l'allemand Heinrich Heine avec sa nouvelle « Mémoire de M. Schnabel-Lewowski ». Dans cette version, le Hollandais volant fait escale à terre tous les 7 ans pour trouver une femme, qui doit à la fois lui être fidèle à jamais et être prête à mourir pour lui. Si le capitaine trouve cette femme idéale, la malédiction sera levée et son âme trouvera la paix. Die for you without the least hesitation. Dans son livre plein d'humour, Heine raille un peu la légende. Selon lui, il est impossible de trouver une femme fidèle. Et c'est en vain que le pauvre Hollandais volant gagne la terre ferme tous les 7 ans à la recherche de la femme fidèle. Faute de succès, il est contraint de reprendre la mer et son éternelle errance. Heine écrit « Morale de l'histoire. Les femmes doivent se garder d'épouser un Hollandais volant, et nous, les hommes, à l'analyse de la pièce, devons comprendre que dans le meilleur des cas, les femmes causent notre perte. » Le compositeur Richard Wagner s'inspire partiellement de Heine pour son opéra Le Vaisseau fantôme, qu'il écrit en 1841. En contre-pied de Heine, Wagner rend la quête romantique du Hollandais volant extrêmement sérieuse. Si Richard Wagner n'avait pas créé cet opéra, il est fort probable que l'histoire du Hollandais volant ne serait pas aussi populaire aujourd'hui. Wagner a toujours aimé cet opéra. Le musée de Bayreuth en possède nombre de reliques, dont le livret manuscrit de l'œuvre. Wagner y a d'ailleurs ajouté un thème romantique,
Le Hollandais volant finit par rencontrer la femme fidèle et aimante, Senta, qui est prête à mourir pour lui. Malheureusement, il est tellement amoureux d'elle qu'il préfère voguer l'océan pour l'éternité que de la voir mourir. Comme il s'agit d'un opéra de Wagner, Senta se jette du haut d'une falaise. Elle lui jure fidélité éternelle et se précipite dans les flots. À ce moment même, le bateau sombre à jamais au fond de l'océan. Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur la légende du Hollandais volant. Que reste-t-il si l'on met de côté les ragots, les élucubrations et les inventions poétiques? Le Hollandais volant a-t-il jamais existé? Si oui, quelle allure avait-il? Quand a-t-il vogué? Le nom de Van der Decken n'apparaît dans aucune archive. Et nous n'avons pas le moindre élément témoignant de l'existence d'un navire baptisé Hollandais volant. Pourtant, à y regarder de plus près, n'y aurait-il pas quelques marins ou navires hollandais du XVIIe siècle qui sortent du lot et pourraient avoir fondé la légende? Pour y répondre, il faut se replonger dans l'histoire, mais en y portant cette fois-ci un autre regard. Monsieur Slegg, archiviste, pense que certains indices pourraient se cacher dans les vieilles archives de la colonie néerlandaise du Cap, qui au cours de l'hiver 1689 fut contrarié par des augures terrifiants. Vers la fin du XVIIe siècle, des événements très étranges eurent lieu sur une période de 3 mois. Ils étaient d'une telle ampleur que le gouvernement décida de les enregistrer dans le rapport journalier. Il y eut d'abord l'apparition d'une comète, considérée comme messagère des forces du mal par des gens alors extrêmement superstitieux. Ensuite, la veille de Noël de l'an 1689 fut marquée par une naissance monstrueuse. Un agneau à 2 corps surmonté d'une seule tête, énorme et ronde, et avec un seul œil. Pour finir, le 28 janvier 1690, un vaisseau apparut à l'entrée de la baie. Il semblait s'agir de la galiote Nord, rentrant au port. Mais le lendemain, nulle galiote à l'horizon ni au port. Dans le rapport journalier, on peut lire « Nous sommes absolument perplexes et de funestes pensées envahissent notre esprit ». 3 mois plus tard, un vaisseau inconnu suit la galiote Snooper jusqu'à l'entrée du port. Le capitaine du Snooper raconta au gouverneur qu'il s'agissait de son macaire, son vaisseau compagnon, baptisé Verkulde Fleming, flamand doré. Le lendemain, nulle trace, ni du vaisseau qui était entré dans la baie, ni de la galiote. L'histoire a fait le tour des tavernes durant des années.
Et Verkuld, qui veut dire doré, se transforma peu à peu en Vliegende, qui signifie volant. Les Anglais se contentèrent de traduire l'histoire telle qu'elle. Mais, pour des raisons phonétiques, ils changèrent Flying Fleming en Flying Dutchman. Et c'est l'adaptation anglaise que les Néerlandais ont retraduite dans leur langue pour en faire Vliegende Hollander. Ensuite, l'opéra de Wagner en a fait une légende très populaire. Voilà l'histoire. 2 vaisseaux ont ainsi disparu mystérieusement au cap de Bonne-Espérance. Alors le Flamand doré serait-il le Hollandais volant? Quant au Snapper, le vaisseau compagnon du Flamand doré qui était entré dans la baie du Cap, sa présence soulevait bien des questions. Le capitaine de la galiote s'appelait Albert Focus, fils de Barend Focus, célèbre capitaine de la Compagnie des Indes orientales. Barend Focus avait relié l'Indonésie en un peu plus de 5 mois, un véritable exploit à l'époque. Un jour, son navire fit naufrage dans les parages des Maldives, mais il survécut. Son bateau s'appelait également Snapper. Il y a donc eu 2 capitaines Focus, tous 2 lieutenants d'un vaisseau baptisé Snapper, et tous 2 célèbres au Cap, mais à de nombreuses années de distance. Ce qui donna l'impression que le capitaine Focus était immortel. Il semble très plausible que le capitaine Focus ait servi de modèle pour le personnage littéraire du Hollandais volant. Pour confirmer cette proposition, il faut approfondir les recherches. Est-il possible de trouver des témoignages écrits sur le vaisseau fantôme? Les Archives nationales à Londres possèdent des documents sur certains personnages historiques pour lesquels on possède peu de preuves. Comme l'unique indice de l'existence de Robin des Bois. Ou le testament de William Shakespeare, un des rares documents dont on soit sûr qu'il fut rédigé de sa main. Ou encore les lettres de Jack l'Éventreur, un assassin que la police n'a jamais réussi à identifier. Existe-t-il des témoignages sur le vaisseau fantôme dans les journaux de bord des navires de l'époque? On raconte que le HMS Leven croisa le vaisseau fantôme en 1823, dans les environs du cap de Bonne-Espérance. Ce fait fut-il consigné dans les journaux de bord? Absolument. Tous les journaux de bord du HMS Leven rapportent « Nous avons vu un vaisseau inconnu passer par devant ». Et que penser du témoignage le plus retentissant concernant le vaisseau fantôme? Il apparut près des côtes d'Australie. Des membres de la famille royale britannique, que l'on découvre ici prenant le thé en 1898, en furent témoins. Cet événement conféra dans le monde entier une certaine crédibilité au vaisseau fantôme. Le moindre livre ou article sur la légende relate ce témoignage avec minutie. Le prince George, le futur roi George V, et son frère Edward ont aperçu le Hollandais volant alors qu'ils étaient aspirants de marine sur le HMS Inconstant. Dans leur mémoire, ils écrivent « 11 juillet 1881. À 4 heures du matin, le Hollandais volant a surgi devant notre proue. Il est apparu tel un vaisseau fantôme enveloppé de flammes. 13 membres de notre équipage l'ont vu. À 11 heures moins le quart, le marin qui avait signalé le premier l'apparition du Hollandais volant s'écrasa sur le pont. Son corps fut immergé cet après-midi, à 16h15. Voici le témoignage du prince George, futur roi d'Angleterre. Les équipages de 3 navires ont aperçu le Hollandais volant. Ceux du Cléopatra, du Tourmaline et de l'Inconstant.
D'après les journaux de bord, un homme est bien tombé d'une vergue et ses funérailles ont bien eu lieu. Mais doit-on imputer sa mort au Hollandais volant? Que s'est-il passé à 4 heures du matin le 11 juillet 1881? Absolument rien. Le journal personnel du prince Edward atteste que ce matin-là, il fut réveillé à 6h30. Il semble donc que l'incident du Hollandais volant ne soit pas basé sur des faits réels. Néanmoins, l'apparition de vaisseaux fantômes au large des côtes australiennes n'était pas un phénomène rare. Mon père m'a raconté avoir vu un vaisseau fantôme en mer. Dans sa jeunesse, il se trouvait sur le pont d'un bateau qui reliait la Nouvelle-Zélande à l'Australie. Il était de quart et soudain, il a vu un bateau immense surgir à l'horizon, s'approcher et croiser son bateau sans donner le moindre signe de vie ou signal. Il n'avait aucun moyen de le prouver, mais il pensait qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme. Do you want assistance? Do you want assistance? Même les mariniers allemands n'échappèrent pas aux Hollandais volants durant la Seconde Guerre mondiale. Karl Dönitz, amiral de la flotte allemande, a écrit: un équipage de sous-mariniers raconte que lors de leur mission à l'est de Suez, ils ont vu le Hollandais volant ou quelque autre vaisseau fantôme. Une fois rentrés à la base, ils m'ont confié qu'ils préféraient subir les attaques de toute la flotte alliée dans l'Atlantique Nord que de croiser une seconde fois le spectre lugubre du vaisseau fantôme. Une histoire drôle impliquant le Hollandais volant s'est déroulée au Cap. Un navire croise le vaisseau fantôme. L'équipage prend peur et dit au capitaine « Fuyons, sinon nous allons couler ». Le capitaine refuse. Il s'empare d'un mégaphone et lance « À quelques milles d'ici, il y a un bateau plein de genièvres hollandais. Allez-y !» Aucun autre bateau n'a sans doute vu le Hollandais volant passer aussi vite. Nous échappâmes ainsi à une mort effroyable. Le Hollandais volant surgit ainsi dans tous les océans du monde. Mais il est un lieu où il est apparu plusieurs fois, à False Bay, non loin du cap de Bonne-Espérance. En 1939, des dizaines de baigneurs ont vu le Hollandais volant se diriger vers la plage et disparaître soudain devant leurs yeux. Le même incident se répéta 40 ans plus tard au même endroit. C'était au mois d'avril 1977, un samedi matin. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai regardé la baie. Entre les cabines et le phare, il y avait un vieux voilier. À l'état du bois, on aurait dit une épave. Il n'y avait aucune voile. Mais il y avait les mâts, les baumes et le gréement. Je ne peux plus jurer si le gréement était couvert d'algues, mais le bateau avait l'air très ancien. On aurait dit qu'on venait de le sortir du fond de l'océan et qu'on l'avait posé là. Soudain, le vaisseau s'est mis en branle dans cette direction. Je me suis aussitôt demandé comment il faisait sans voile. Il a atteint le point qui se trouve juste dans l'alignement du phare, puis il a disparu. Soudain, comme ça. C'était par une journée d'hiver. Nous pêchions au chalut, nous voguions lentement, à 8 nœuds environ, en direction de l'ouest. Nous nous dirigions de Handcliffe vers la pointe du Cap. Alors qu'on contournait la pointe, un vaisseau a surgi de la brume et a vogué parallèlement à nous.
Il a fait route comme ça à nos côtés pendant... Pendant 5 minutes au minimum, peut-être plus. Oui, 4 ou 5 minutes. Il glissait virtuellement au-dessus des eaux, sa coque n'était pas enfoncée et il ne faisait aucun bruit. On n'entendait aucun moteur ni aucune animation. À un moment donné, il a viré de 90 degrés et s'est enfoncé dans la brume. En pénétrant dedans, il fut enveloppé de brume. C'est comme si un rideau s'était ouvert puis refermé. Là, nous avons aperçu la poupe typique du bateau. Il s'est évanoui dans la brume, nous ne l'avons plus jamais revu. Et ceux qui voguent quotidiennement dans ces eaux, qu'ont-ils à dire? Comme par exemple les pêcheurs de Cold Bay Haven. Il paraît qu'il y a un Hollandais volant à la pointe du cap, mais je ne l'ai jamais vu. Il faut d'abord le voir pour le croire. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le Hollandais volant. Certains en parlent, mais pour ce que j'en sais, je ne peux rien dire. Tout le monde parle du Hollandais volant, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Cela ne signifie pas que ces eaux soient sans danger. C'est très dangereux à la pointe. Il est particulièrement périlleux de contourner la pointe de nuit. On ne peut pas prédire l'état de la mer. On ne peut pas déterminer son comportement. Elle passe invariablement du calme à la houle. C'est la nature. On ne sait jamais si on va travailler en sécurité ou non. J'ai toujours peur. D'ailleurs, je ne dirai jamais qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours craindre la mer. Elle est dangereuse. Les pêcheurs ont d'excellentes raisons d'avoir peur. Le cap de Bonne-Espérance est l'un des plus grands cimetières de navires au monde. Plus de 5000 vaisseaux, des plus anciens galions aux derniers pétroliers, y ont sombré avec leur équipage. Les vestiges silencieux témoignent de ces catastrophes aussi bien en surface que dans les fonds. La météo au cap de Bonne-Espérance est très versatile. D'immenses vagues qui peuvent atteindre plus de 17 mètres chahutent la côte. Il y a peu, les moteurs du cargo Ikantanda de Singapour sont tombés en panne. L'équipage a désespérément tenté de jeter l'ancre, mais en vain. Le bateau s'échoua près de la ville de Scarborough. Le Hollandais volant ne peut évidemment pas être tenu responsable de tous les drames.
Mais ce n'est pas un hasard s'il opère surtout dans ces parages. Le cap de Bonne-Espérance est le point de rencontre de deux courants marins contraires. Le courant Agulhas en provenance de la côte est et le courant Benguela qui arrive par la côte ouest. Et ces deux courants se rencontrent ici. Le courant Agulhas charrie des eaux chaudes qui culminent à 38 degrés à l'équateur et dont la température baisse à mesure que le courant approche du cap. Ces eaux chaudes percutent pratiquement de plein fouet les eaux du courant Benguela qui prend son origine dans l'Antarctique. Ces eaux froides chassent malheureusement les poissons de la région car ils ne supportent pas les températures basses. La houle est très capricieuse car nous sommes au point de rencontre de deux courants provenant de deux directions opposées. Elles ne se dirigent donc pas uniformément dans une même direction. En quelques heures à peine, la mer peut passer du calme plat à la tempête. Le cargo Ikantanda perdit pour toujours son combat contre les violentes perturbations marines qui sévissent près du cap. Lorsqu'on commence à mieux connaître le cap, on se rend compte que la mer ici est très caractérielle. Beaucoup de gens disent qu'elle ressemble à une femme. Elle change très vite d'humeur. Les conditions atmosphériques sont parfaites pour provoquer une réfraction. La combinaison des couches d'air froid à la surface de l'eau et des couches d'air chaud au-dessus provoque un mirage supérieur. Dans les cas de l'apparition du Hollandais volant, j'imagine que le phénomène était tellement puissant que les marins apercevaient en fait leur propre bateau à l'horizon. Ils voyaient l'ombre de leur bateau en quelque sorte. Il s'agirait donc simplement d'une illusion d'optique, d'un mirage, ce qui n'a pas empêché la légende de conquérir le monde entier. Lorsque KLM, la compagnie aérienne néerlandaise, fut créée, on utilisa le Hollandais volant pour convaincre le public que les avions étaient plus sûrs que les bateaux. Les petits Néerlandais jouaient avec des voitures à pédales qui portaient le nom de Hollandais volant. Le Hollandais volant, c'est aussi une classe de voilier, un jeu d'ordinateur et même un cocktail. La légende fut sans cesse réinventée par nombre d'auteurs, parmi lesquels Carl Barks de Disney. Ou Hergé, le créateur de Tintin et Milou. Le thème de l'amour et de la souffrance éternelle, qui domine dans le Hollandais volant, convenait à merveille pour le cinéma américain. Le vaisseau fantôme donna durant des siècles des sueurs froides aux marins. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une belle histoire. Elle inspire des films, des bandes dessinées et même un jeu de société. La légende a pris fin. Le Hollandais volant n'est qu'un mirage issu des conditions maritimes et atmosphériques particulières du cap de Bonne-Espérance. Avec nos liaisons satellites, nos connaissances scientifiques et nos systèmes GPS, nos sociétés sont désormais trop avancées pour croire aux vaisseaux fantômes.
À notre époque, dans un port aussi moderne que celui de Rotterdam, où les contrôleurs suivent un bateau toutes les 30 secondes avec leur radar, il n'y a pas de place pour un Hollandais volant. Bien que... Maas Aanloop, goedemiddag, havendienst, kapiteinskamer. Ik heb een vreemd object in mijn scherm staan. Kun je me ook vertellen waar dat vandaan komt of wat het moet zijn ook? Notre technologie et nos connaissances ne nous permettent pas de dompter les océans. Nous n'avons pas conquis la mer. C'est aussi simple que ça. Nous ne la contrôlons pas. Nous ne sommes pas des surhommes. Le message du Hollandais volant, c'est que les hommes doivent respecter la nature. Il ne faut pas l'affronter au-delà de ses propres capacités. Il faut avoir la sagesse de se dire qu'il est impossible de vaincre la nature. Il se peut qu'un jour de brume, annonçant une houle, le maudit Hollandais volant croise votre route. Alors, votre fin sera venue.